Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que l'on va appeler What's in my bag ou littéralement mais qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que tout simplement je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon sac photo. Et ce qu'il y a dans mon sac photo d'un point de vue, on va dire, photographie de paysage. Je vais pas du tout vous présenter tout le matériel que j'ai, plein de trucs qui vous passionnent sans doute pas du tout. Donc simplement, je vais vous présenter le gros de ce que j'emmène dans mon sac photo quand je fais des sorties paysage, en voyage, etc. Et le matériel que j'utilise le plus. Donc on va partir des trucs les plus importants, tout ce qui est appareil photo, objectif. On passera aux accessoires, on va dire, un peu massifs, un trépied, sac, etc. Et puis on terminera avec des accessoires un petit peu plus petits et peut-être même des trucs auxquels vous pensez pas forcément. Et bien pour ce faire, on va commencer par le truc le plus gros, le sac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de recul. Allez, c'est parti. Alors la première chose par laquelle on va commencer, ce n'est pas l'appareil photo, mais bien le sac photo. Parce que c'est l'élément qui est peut-être le plus important. Alors bien sûr, tout ce qui est appareil photo, objectif, c'est très important. Mais le sac photo est très important pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est tout ce qui protège mon matériel. Donc j'ai en tête d'avoir un sac photo qui est résistant. Et vous allez voir que celui que j'ai est très résistant. Deuxième chose aussi, le sac photo est sur mon dos toute la journée et c'est vrai que pour moi il est très important qu'il soit confortable. J'ai en moyenne ça dépend des configurations, mais en moyenne quand par exemple on part en voyage ou en montagne ou en randonnée ou quoi que ce soit, généralement j'ai entre 9 et 12 kilos de matériel sur le dos. Alors ça fait beaucoup en effet, mais parce que le sac est bien rempli et parce que en fait j'emporte beaucoup de matériel et il est vrai pour moi il est très important d'avoir un sac donc qui est à la fois résistant et en même temps qui soit très confortable. Alors le sac que j'utilise moi personnellement, donc je vais pas vous le montrer sous toutes les coutures parce que je pense qu'à l'occasion je ferai une vidéo dédiée dessus, donc je vais l'évoquer très très vite. Donc mon sac photo, le voici. Alors hop, je le mets un petit peu à la lumière. Donc il s'agit d'un sac de la marque Mindshift Gear. Aujourd'hui, ça s'appelle plutôt Think Tank Photo, donc c'est une grande marque de sacs photo en fait, tout simplement. Ce sac, c'est un 26 litres. Ça fait 2 ans et demi ou 3 ans que je l'ai et ce sac a vécu un peu tout et n'importe quoi. Alors vous voyez, il est peut-être il est un peu crado. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un sac qui vit. Encore ce matin, il était posé par terre, à se rouler à moitié dans l'eau. Donc c'est un sac photo tout simplement qui est là pour vivre. Donc Mindshift Gear, c'est une marque que j'avais choisie à l'époque, tout simplement parce que ce sac est hyper ergonomique. Il s'ouvre par le dos et à l'intérieur, je vais vous montrer très rapidement. Vous avez, et c'est ça que j'aime beaucoup. Déjà, l'ouverture se fait par le dos. Voilà, pas par l'avant ou quoi que ce soit. Donc ça c'est très pratique aussi pour les questions de sécurité. Donc vous avez tous les compartiments que moi j'ai organisés à ma façon. Donc je vais pas faire un truc, encore une fois, je vais pas passer 40 ans dessus parce que je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Il est très confortable, donc le dos est en mousse. En plus il y a quand même une bonne aération. J'ai les grosses sangles en fait pour tout simplement me l'accrocher au niveau de la taille et ça change tout. C'est-à-dire que même avec 10-12 kilos sur le dos pendant toute la journée, j'ai pas du tout mal au dos et le poids en fait est vraiment mis sur mes hanches et beaucoup moins sur mon dos et sur mes épaules. Donc ça c'est top. Dessus, très important, un accessoire et je vais en parler maintenant, j'ai l'accroche Peak Design, donc forcément dans les accessoires j'ai aussi le plateau qui va avec. Pourquoi ? Parce que mon appareil photo, plutôt que de l'avoir autour du cou avec le tour de cou, etc., tout simplement moi je l'accroche donc sur ce système-là, le Capture Clip, donc je vous mettrai tous les liens en description. Et voilà, donc ça c'est un système qui est super et ce qui est bien c'est que les bretelles sont pas trop épaisses pour venir accrocher ça, donc ça c'est super, voilà. Pour le reste, ce sac aussi, ce qui a fait que je l'ai choisi, c'est parce que avant j'avais un sac photo assez classique et puis j'étais un peu lassé, notamment en rando, de pas pouvoir emporter vraiment beaucoup d'affaires à côté. Alors c'est pas aussi volumineux par exemple qu'un F-Top ou quoi, parce que c'est un 26 litres et j'ai pas pris un sac de 50 ou 60 litres volontairement, mais à l'avant j'ai une poche de 9 litres qui s'ouvre et qui est quand même bien volumineuse. Voilà. Vous voyez même que j'ai une paire de lacets. Oui, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un lacet qui pète en rando, donc vous faites la connerie une fois mais pas deux. Voilà. Donc j'ai des lacets. À l'intérieur vous avez le port, la place pour mettre un ordinateur, etc. Donc voilà, c'est un sac qui est vraiment super. Je pense qu'un jour, viendra un sac plus gros pour vraiment des besoins plus importants, mais pour l'instant il me satisfait pleinement. J'ai 2 poches sur le côté pour mettre des gourdes, pour mettre également mon trépied. Donc généralement le trépied, sauf pour des longues marches, je le mets sur le côté, la gourde de l'autre côté ça équilibre, et quand je fais des très longues marches pour répartir le centre de gravité, je peux mettre le trépied en fait à l'avant. Ça c'est vraiment super. Il y a une petite poche aussi à l'avant pour stocker moi tout ce qui est, on va en parler après, si j'ai un peu de bouffe ou quoi, des trucs comme ça. Bref,
C'est un sac qui est très durable. Je l'ai vraiment maltraité. Il a pris la pluie. D'ailleurs, il tient très très bien au niveau des intempéries. Ça, c'est super. Il a pris beaucoup de pluie. Bien sûr, il y a une housse. Je vous montrerai. Il y a une housse dédiée. Mais globalement, c'est un sac qui, quand même sans housse par-dessus, tient très bien la pluie. Et deuxième chose, les tissus sont très très résistants au frottement. Et même dessous, vous voyez, c'est un sac pourtant, il a entre guillemets vécu. Mais dessous, le tissu est vraiment nickel. Et j'ai pas de signe d'usure particulier. Voilà. Donc, je vous mets le lien en description si jamais vous intéresse. Également à l'avant, petite précision, j'ai un mousqueton, un gros mousqueton. Et ça, c'est toujours utile parce que selon ce que j'ai à faire, le mousqueton me permet d'accrocher des choses. Et peu importe le fait d'être en extérieur, en rando, etc., avoir un mousqueton, c'est jamais de trop. Ok, alors maintenant, on va passer sur peut-être le plus important, c'est l'appareil photo. Alors, je me suis un petit peu rapproché pour pas être très éloigné. Donc, je m'étais juste un petit peu éloigné pour que vous puissiez voir le sac. Donc, pour revenir à l'appareil photo, ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. L'appareil photo principal que j'utilise pour la photo de paysage, c'est lui, le Sony Alpha 7 IV. Donc vous avez la vidéo sur le côté, tout simplement la vidéo de test, et ensuite vous avez aussi la vidéo de retour d'expérience. Donc j'ai largement parlé de cet appareil photo. Précédemment, vous savez, j'étais chez Nikon pour du paysage, et puis je suis passé chez Sony. Aucun regret, alors aucun regret. Et d'ailleurs, je ferai, je pense, à l'occasion une vidéo pour vous expliquer tout simplement pourquoi à l'époque j'ai décidé de quitter Nikon. Et tout simplement avec le recul, comme je dis, je n'ai pas de regret d'avoir quitté Nikon. Très content d'être chez Sony pour la photographie de paysage, c'est franchement exceptionnel. Pourquoi j'ai choisi cet appareil photo et qu'est-ce qui me plaît dedans? Tout d'abord, c'est vrai que c'est principalement le capteur. Et le capteur est pour moi exceptionnel. Les 33 millions de pixels sont un juste équilibre pour moi. J'ai rarement besoin de plus. Par exemple, les 61 millions de pixels de la gamme R, j'en ai pas spécialement besoin au quotidien. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est un boîtier qui est très équilibré dans ce qu'il fait. Donc j'en ai deux, des Sony Alpha 7 IV, donc celui qui me filme aussi. Donc ça, c'est aussi pour le boulot, tout simplement. Mais globalement, c'est un appareil qui est très équilibré. La plage dynamique est folle. Donc pour la photographie de paysage, c'est incroyable. La montée en ISO est très 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 confortable. Les fichiers sont juste excellents à éditer. Donc c'est un vrai plaisir de travailler dessus. Et puis j'aime particulièrement le rapport taille-poids encombrement ergonomie de cet appareil photo. Je m'y suis vraiment habitué et tout tombe sous la main. Je l'aime vraiment, et c'est un appareil qui pour moi est un appareil de travail, c'est-à-dire qu'il me permet d'être très productif quand je fais de la photographie, même de la vidéo. Et chaque bouton a une fonctionnalité, etc. Et moi, ça me convient très très bien. Voilà. Deuxième chose aussi, c'est un appareil photo qui est, et c'est assez surprenant pour moi de le dire, mais c'est un appareil qui est très résistant. Il a vécu des choses pas facile. Donc en paysage, il subit le pauvre, et il est très résistant. Il a jamais montré le moindre signe de fatigue ou quoi que ce soit. Et même si la construction fait un petit peu plastique, comme ça quand on regarde, au final c'est quand même bien jointé, c'est bien résistant, et l'appareil il est comme neuf, donc j'en suis très très content. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Simplement dessous aussi pour vous montrer, vous avez la plaque en fait Peak Design pour aller sur le système Capture Clip. Donc le plus souvent c'est pas ça qui est monté dessus, mais là c'est parce que je l'ai utilisé la dernière fois en fait accroché donc à l'épaule du sac à dos. Donc vous voyez il est pendu, et ça me permet d'avoir un boîtier qui est plutôt très léger, très performant. Bref, je l'aime particulièrement cet appareil photo. Pour aller dessus, parce que bon, un appareil photo sans objectif, ça va pas bien loin. Principalement pour la photographie de paysage, j'utilise 3 objectifs. Donc j'ai pas que ces 3 objectifs, mais aujourd'hui on reste concentré sur tout ce qui est paysage et éventuellement voyage. Voilà. Pour le paysage, on va partir de ceux que j'utilise le plus vers ceux que j'utilise le moins. Donc sur les 3, celui que j'utilise le plus, le voilà. Hop là, vous l'avez sous les yeux, c'est le Sony 16-35 2.8 GM. Donc c'est le zoom 2.8 standard de chez Sony. C'est un objectif vraiment exceptionnel, je l'adore. Et si je devais résumer pourquoi j'ai choisi celui-là par rapport notamment par exemple au 12-24, simplement parce que je m'étais beaucoup posé la question à l'époque de savoir entre les deux lequel j'allais choisir, et je me suis posé la question entre les plages focales, de quelle plage focale j'avais besoin. Alors tout ce qui est en dessous de 16 mm, au final j'utilise très peu, j'en ai pas vraiment le besoin, même en paysage c'est assez rare, et je m'adapte très très bien comme ça. Par contre la plage 24-35, notamment en voyage, c'est une plage dont j'ai énormément besoin. Et à 24 mm je me sens court, et souvent c'est vrai que quand on est par exemple en ville, c'est un confort énorme de pouvoir passer de cette plage de 16 à
35 et en plus si je passe en mode APS-C, alors certes tu perds en définition etc, mais je passe à 50 mm en équivalent de plage focale, donc c'est hyper intéressant de me dire que sur le papier je peux sans rien changer passer de 16 mm à 50 et le tout en 2.8, donc c'est vraiment intéressant. C'est un objectif qui en termes de taille est bien, je trouve, voilà. Le poids c'est pareil, avec un A7 IV c'est très très bien équilibré en termes de proportion. Il y a le petit bouton programmable sur le côté. Et puis, en termes de construction, il est vraiment en béton armé. C'est-à-dire que c'est comme du plastique, mais du plastique très dur, très solide. Alors là, par contre, c'est du plastique haut de gamme, entre guillemets. Et ce qui me faisait peur au début, c'était le fait qu'il y avait une bague de zooming en fait, externe. Donc, vous voyez, tout simplement, l'objectif sort, hein, le fût sort. Enfin, en tout cas, comment dire ? Le bloc optique sort quand je zoome et dézoome. Et en plus, quand il est à 35 mm, il est vraiment rentré et c'est à 16 mm qu'il sort. Donc c'est un peu déroutant au début, mais c'est un objectif qui n'a jamais montré lui aussi le moindre signe de faiblesse. Il est construit vraiment avec une fabrication de haut vol. Donc voilà. Petite mention spéciale, parce qu'en termes de piqué, etc., forcément c'est très bon, mais au niveau des Sunstar, donc les lumières étoilées, les soleils étoilés, il fait de très très beaux Sunstar, très propre et de belles branches. Donc c'est un objectif que j'adore et moi je suis un peu maniaque là-dessus et j'aime pas les objectifs qui n'ont pas des beaux Sunstar. Donc celui-là il me comble énormément. Enfin bref. Deuxième objectif, et allez on va partir sur la plage standard, toujours en 2.8. Cette fois-ci on part sur le Tamron 28-75 2.8 G2, donc c'est la deuxième version de cet objectif. Objectif incroyable, surtout quand on prend en compte le prix, hein. C'est un objectif qui doit coûter, je sais pas, dans les 900 € peut-être, de tête, j'ai plus du tout le prix en tête, ça fait un petit moment qu'on l'a, et c'est un objectif qui est super, mais alors vraiment super. C'est surtout Laura qui l'utilise, elle l'utilise tout le temps, et cet objectif il a vraiment de très grande qualité. Sa première déjà c'est sa qualité optique, c'est un objectif qui est très très bon, mais au centre c'est démoniaque, hein. Le niveau de piqué est stratosphérique et il ne démérite absolument pas face au GM1, c'est assez impressionnant. Deuxième chose aussi qui est vraiment intéressante, c'est son rapport taille-poids encombrement. Il fait à peine plus de 500 grammes je crois. Et puis dans un sac il se case très très bien et le diamètre de filtre n'est que de 67 mm. Donc sur tous les objectifs 2.8 Tamron, le 17-28, le 28-75 et puis le 70-180 sont tous des 67 mm, donc ça c'est génial. Se poser la question ensuite, ça je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup, c'est savoir, et moi-même je me la suis beaucoup posée, est-ce que ça gêne de ne pas avoir les 4 mm du 24 au 28 ? Alors moi je pensais que la réponse était oui, et en fait au quotidien la réponse est non. Voilà, surtout pour du paysage, etc. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si besoin, j'ai lui, hein, j'ai le 16-35 pour compléter. Et puis après, en fait, on s'adapte. Et quand on n'est plus habitué à avoir les 24 mm, on s'y fait. Voilà. Et c'est un objectif qui est vraiment très très intéressant, qui est aussi bien construit. Alors ça fait moins premium, hein, la qualité de construction. Le plastique sonne un peu plus creux. Mais au global, lui, pareil, il n'a jamais vraiment bougé. Il n'a pas pris l'eau, quoi que ce soit. Donc c'est un très très bon objectif. Et si vous posez la question de l'intérêt de ce Tamron, je ne peux que vous le conseiller, mais alors les yeux fermés. Troisième objectif qui est dans le sac, pour compléter un peu ce qu'on appelle la Holy Trinity, c'est je vous le montre, le Sony 70-200 2.8 GM version 2. Objectif, donc vous avez la vidéo juste ici, donc j'ai fait le test. C'est l'objectif de tous les superlatifs qui est incroyable. À l'époque, là aussi, quand on a fait le switch vers Sony, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il vaudrait mieux pas prendre plutôt un 100-400, le 100-400 GM de chez Sony. Et c'est vrai que moi, chez Nikon, j'étais habitué au 70-200. Donc, en fait, je suis resté sur le 70-200. J'ai rarement le besoin, on va dire, ou même l'envie ou la sensation d'avoir besoin, en fait, d'aller au-delà. Petit à petit, c'est quelque chose qui vient, parce qu'en vivant en bord de mer, c'est vrai que ce soit pour l'animalier ou pour d'autres compositions de paysage, des fois, je me dis que j'aimerais bien aller plus loin, mais c'est pas une nécessité absolue. Donc, je sais qu'à terme, si je voulais passer sur un plus gros téléobjectif, en tout cas qui zoome plus fort, je pense que je partirais sur le 200-600 de chez Sony. Mais bon, ça, c'est pas encore à l'ordre du jour. Ce téléobjectif, il est vraiment super. Niveau piqué, c'est stratosphérique. Il est en béton armé. La construction est vraiment incroyable. Et donc, comme le 16-35, hein, même je trouve que c'est un cran au-dessus quand même, niveau qualité de fabrication. Lui, il est à zooming interne, hein, mais c'est un objectif que je peux utiliser sous la
la neige, sous la pluie, avec la poussière, etc. Il n'y a vraiment aucun problème. Et donc ça, ce sont vraiment les 3 objectifs que j'emporte pour des sessions paysage, voyage, et les 3 comblent vraiment la totalité de mes besoins et je ne ressens pas du tout de frustration. Maintenant, souvent, dans le sac, il n'y a pas forcément que ça. Je parle en termes d'appareil photo. Alors, il y a aussi, de façon secondaire, et il ne faut pas tenir compte de ce que je vais vous montrer vraiment maintenant, mais vous savez qu'il y a toujours un Fujifilm qui traîne par ici, hein, donc là en l'occurrence le Fujifilm X-S10. Alors dessus là est monté un Viltrox 13 mm 1.4, ceux qui me suivent sur Instagram ont suivi et ont vu que cet objectif est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc je vous en reparlerai très très bientôt pour savoir un petit peu le pourquoi du comment. En tout cas, cet appareil photo n'est pas destiné à faire de la photographie de paysage principalement. Par contre, il est surtout utilisé, c'est-à-dire que quand je l'emporte souvent, si je ne prends pas le Tamron ou quoi, c'est que je prends le 16-80 f4, en fait tout simplement parce que Laura utilise souvent le Tamron, donc monté sur le 2e Sony, et moi du coup je me retrouve un peu en carence de plage focale intermédiaire, et donc c'est un combo ça que j'utilise particulièrement en voyage, voilà, donc en rando montagne ou quoi, c'est super, parce que lui passe ma journée accroché, et c'est un appareil photo que j'adore, voilà, donc je vais pas refaire tout le truc sur Fujifilm, je vous mets d'ailleurs la petite vidéo hein, que j'ai fait sur Fujifilm en voyage, ça c'est vraiment pour moi le truc ultime, et je préfère vraiment utiliser ce Fujifilm avec le 16-80 qu'avec tout l'attirail du Sony, je parle pour du voyage, voilà. Pour du paysage c'est encore autre chose. 3e caméra, parce qu'il y a une 3e caméra, mais qui n'est pas une caméra comme les 2 autres, et celle-là elle est un peu différente, mais vous allez voir de quoi je vais parler, bah tout simplement, voilà, le drone, et donc ici, et lui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est le DJI Mavic 3, alors c'est pas la version ciné, c'est la version normale, mais c'est pas non plus la version classique, c'est-à-dire que c'est pas la version avec simplement le capteur principal. Là, il y a bien, je vous remontre, vous avez bien en fait le 2e capteur, donc le téléobjectif que je suis en train d'exploiter pleinement. Bah, sur Instagram, je publierai pas mal de contenu. Je pense que je publierai aussi une vidéo dessus, parce que c'est une machine vraiment très très intéressante. Et ce drone, l'inconvénient, c'est qu'il est quand même assez volumineux, on va dire, hein. Il a son poids, il fait quand même 895 grammes, donc dans le sac, il pèse l'équivalent d'un bon objectif quand même. Et surtout, il prend beaucoup de place, malgré tout. Je vous montre le 70-200. Donc là, vous avez le 70-200. Je vous montre le drone. Bah, vous voyez les deux. Bah, en fait, vous vous rendez compte que les deux, en termes de taille, sont quasi similaires, sachant que je n'ai pas mis, ça m'éclate toujours, je n'ai pas mis la muselière, parce que ça ressemble à une muselière du drone. Donc c'est ce qui protège en fait le module optique devant. Et une fois que vous avez ça, bah, en fait, ça vous fait la même taille que le 70-200. Donc concrètement, dans le sac, ça prend beaucoup de place, ça rajoute quand même de la masse. Mais par contre, en termes de possibilités de création d'images, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que là, vous avez dessus un capteur micro 4 tiers et on n'est plus du tout sur les capteurs d'1 pouce ou sur des capteurs plus petits. Donc là, c'est l'équivalent d'avoir une vraie caméra dans le ciel. Et donc en photo vidéo, c'est tout simplement exceptionnel. Donc forcément, pour du paysage, c'est très utile. Avec, hop, je me trimballe la télécommande, la RCN1, je crois, c'est le nom. J'ai pas pris celle avec l'écran. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'utilise aussi en tant qu'exploitant de drone, en tant que télépilote. C'est vrai que moi j'utilise en fait un téléphone sinon à part qui me sert de moniteur tout simplement, etc. Et sinon, bah, tout simplement, moi quand je suis en voyage et que j'ai pas envie de m'encombrer, bah, je prends mon propre téléphone en catégorie ouverte quand il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Et l'avantage, c'est que dans le sac, elle prend surtout beaucoup moins de place que l'autre, elle est plus légère, etc. Donc moi, ça me va très très bien. Avec aussi, parce que bah, c'est quand même pas mal, une deuxième batterie pour le drone. Donc ces batteries, les batteries intelligentes du Mavic, le gros avantage, c'est qu'elles sont très endurantes. Donc une batterie, ça fait facilement, conditions très venteuses ou froid, on est à 35 minutes. Quand il fait meilleur, c'est plus entre 40 et 45 minutes quand même pas, mais un bon 40 minutes. Donc c'est très endurant et avec 2 batteries, ça permet quand même, genre sur une journée de rando, de couvrir l'essentiel de ce que j'ai besoin de faire. Et puis c'est surtout que ces batteries, bah, elles pèsent quand même, et puis il faut surtout aussi les caser dans le sac. Donc voilà, une batterie dans le drone, une batterie supplémentaire, aussi si besoin, mais ça je le mets dans mon kit de voyage, pas dans le sac, hein, mais dans mes affaires de voyage, le chargeur en fait, le dock de chargement USB pour charger plusieurs batteries en même temps. Voilà, donc là je pense que je regarde un petit peu, ouais, j'ai fait le tour au niveau de tout ce qui concerne les caméras, donc je répète, hein, le A7 IV avec le 16-35, le 28-75 Tamron, le 70-200 2.8 GM2 de Sony, ensuite le Fujifilm X-S10 avec les objectifs, notamment le 16-80, et puis le DJI Mavic
3. Voilà, donc ça c'est mon kit, on va dire, d'image de base. Maintenant, on va passer aux accessoires qui sont importants et on va partir des plus importants vers les moins importants, entre guillemets, et jusqu'aux trucs les plus futiles, vous allez voir. Premier accessoire qui, en dehors du sac, dont on a parlé tout au début, est vraiment important, on va parler, moi pour la photo de paysage, c'est le trépied. Donc la vidéo de la semaine dernière, alors même si quand j'enregistre cette vidéo, en fait, la vidéo n'est pas encore sortie parce que je l'ai enregistrée en amont, mais si vous voyez cette vidéo, en fait, tout simplement, il y a la vidéo ici, donc sur les trépieds Léo Photo qui est sortie. Donc le trépied, c'est très important pour moi, pour des tas de raisons, hein. Et là aussi, c'est l'occasion de vous faire plein de rappels de vidéos. Vous avez la vidéo sur 5 raisons d'utiliser un trépied en photographie. Donc le trépied est quelque chose de très très important pour moi, que j'emporte tout le temps. Donc ici c'est le Léo Photo, hein, donc le Mr. Q avec la rotule LH 40. Donc voilà, je vous montre rapidement, tout simplement. Donc c'est un trépied simplement remarquable, qui est assez léger, ça fait à peine 2 kg, même pas 2 kg je crois, les deux. Donc là en l'occurrence, quand pour du voyage, je mets pas la colonne, pour gagner aussi en compacité. Donc ça c'est le trépied que j'utilise, on va dire, pour du voyage et pour de la rando maintenant. Ça fait pas non plus 40 000 ans que je l'ai. Et c'est le luxe d'avoir 2 trépieds. J'utilise à côté un autre trépied Léo Photo qui, lui, a un bon 2 ans et demi. Hein. Lui, c'est le Ranger LS364C, donc avec des grosses jambes de 36 mm. Et ça, aujourd'hui, moi, j'utilise pour vraiment faire du paysage en conditions assez difficiles, parce qu'avec ses jambes énormes, il a une stabilité folle. Lui, je l'utilise surtout en bord de mer. Alors, je l'utilise pour ça. Pourquoi ? Parce que le sel attaque littéralement les trépieds. J'ai beau le rincer, j'ai beau le doucher à l'eau claire, j'ai beau le brosser, tout ce que vous voulez. Le sel fait des dégâts, quoi qu'on en dise, avec les années. Et donc ce trépied, en fait, tient très très bien dans la durée. Mais c'est vrai que vu que j'en ai 2, je préfère utiliser celui-là avec les grosses vagues, etc. Et c'est lui qui prend le plus cher. Je garde tout simplement le deuxième, qui est plus léger, plus fin, pour le voyage, et il est quand même très très solide. Et ce qui est bien avec ce trépied, et c'est ce dont je parle dans la vidéo sur les trépieds Léo Photo, c'est tout simplement qu'avec sa colonne qui est modulable, en fait, qu'on peut enlever ou mettre, c'est vrai qu'il me permet, quand pour des prestations professionnelles d'avoir un trépied qui est très polyvalent, qui en fait est modulable, et ça c'est assez génial. Et mention spéciale quand même sur la rotule, qui est d'une qualité assez folle et qui permet d'être vraiment très très précis. Donc lui, tout simplement, c'est mon copain, il me suit partout, voilà. Donc je ne peux encore une fois que vous conseiller les trépieds de la marque Léo Photo. Ensuite, je regarde ce que j'ai en accessoire, du plus important au moins important, forcément, dans mon angle mort à gauche, accessoire qui est très 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 très, mais alors très important pour moi aussi, tout autant que le trépied, tout simplement, ce sont mes filtres, vous savez, Nisi. Donc moi forcément pour du paysage, j'utilise les filtres de la marque Nisi, hein, vous savez, je travaille avec eux en tant qu'ambassadeur. Et donc dans cette pochette, moi j'ai l'essentiel, j'ai tout mon kit de filtres, en fait, je parle de filtres paysage, hein, je parle pas de filtres circulaires ou quoi. Là j'ai tous les filtres du système de porte-filtre. Alors dedans, je l'ouvre, vous retrouvez donc le porte-filtre V7, et j'ai aussi ici le V6. Donc le V6 là actuellement je l'utilise sur le Fujifilm avec le Viltrox, mais sur le système Sony, donc et d'ailleurs il est monté avec directement le filtre polarisant TrueColor, qui est sur le système Nisi V7. Donc là j'ai le porte-filtre, le classique, hein, le porte-filtre Nisi V7. J'ai mon petit tampon pour nettoyer les filtres tout simplement, et à l'intérieur, et je vais pas tous les sortir, donc j'ai ma collection de filtres carrés ND et de rectangulaires GND. Donc pour vous faire juste là sur ceux que j'ai là dans le sac, j'ai ND1000, ND64, et pour ce qui est des filtres GND, le soft, le medium, le reverse et le hard, donc les 4 GND de chez Nisi. Et donc voilà, et le plus souvent en fait, tout simplement en dessous de ND64 j'en ai pas besoin, donc c'est pour ça qu'il y a que ces 2 filtres là qui sont dans mon kit du quotidien. Et eux en fait je les utilise mais vraiment très très souvent pour du paysage. J'en suis très content. Avec, et ça c'est un accessoire qui est aussi très très important pour moi, j'utilise donc une télécommande. Parce que maintenant que je fais de la photo de paysage en fait avec Fujifilm, je me rends compte que chez Fujifilm vous pouvez utiliser des temps d'obturation qui sont longs et qui sont préprogrammés, donc au-delà de 30 secondes. Donc vous avez du 40 secondes, 50 secondes, 60 secondes, 2 minutes, 4 minutes, etc. Chez Sony, non. Vous arrêtez à 30 secondes et après vous passez en mode bulb. Donc forcément la télécommande est très importante. Donc là la télécommande que j'utilise c'est la
c'est la télécommande Sony. Et cette télécommande, elle a une forte histoire parce que, en fait, à peine je l'avais reçue, qu'elle a passé une nuit dans la neige en Norvège et que j'ai failli la perdre. Et après une nuit coincée dans la neige, et je l'ai retrouvée au-dessus de Rennes, et bien, tout simplement, cette télécommande fonctionne toujours parfaitement. Bon, la toute petite mauvaise nouvelle, c'est que Mathieu a perdu notre télécommande pour faire les pauses longues à distance, pour les déclencher. Et donc il tient absolument à la retrouver et à passer par tous les spots où on est venu hier. Et donc là, il fait quand même pas mal mauvais, comme vous pouvez voir. Et donc là, il est en train de refaire l'ascension qu'on a faite hier, pour voir si elle serait pas en haut. Alors là, ce serait extraordinaire s'il la retrouvait. Tout va bien, mon chat? Je suis arrivé en haut. T'as trouvé la télécommande, sérieux? T'es trop fort. Oh putain. Donc c'est quand même de la belle qualité, la connexion est très fiable, les boutons sont vraiment bien, enfin bref, je ne peux que vous conseiller. C'est pas donné, une télécommande comme ça, c'est bien 70-80 balles je crois, mais vu que j'utilise beaucoup, c'est vrai que ça vaut le coup quand même. Au cas où, j'ai quand même dans mes affaires une télécommande filaire de sécurité qui fonctionne aussi pour le Sony Alpha 7 IV. Ensuite, dans le sac, en termes d'accessoires et qui est important, j'utilise le système Nisi Wizard, donc je vous le montre rapidement. Donc sur le Sony 1635, je l'utilise pour tout simplement le mettre comme plaque de trépied en fait. Jusqu'ici j'utilisais, et là j'utilise actuellement sur le Fuji, donc le L-bracket, ça permet de recycler entre guillemets, mais c'est un système que j'aime beaucoup à l'utilisation. Donc comme je dis dans la vidéo, il a aussi ses travers, mais c'est pas un souci. Avec dans le sac, toujours très important pour nettoyer, donc je vous ai montré le petit tampon d'application Nisi. J'ai toujours aussi ma petite lingette Nisi pour essuyer mes objectifs, etc. Et également la petite soufflette, qui elle aussi ne quitte jamais mon sac, toujours de chez Nisi. Donc c'est mon petit kit de nettoyage, très important, toujours glissé, j'utilise beaucoup. Ensuite, petit accessoire qui est très utile et que j'utilise aussi énormément, c'est la petite, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est une clé en fait, c'est une clé de chez qui était avec mon trépied Léo Photo et donc qui vous permet d'avoir des outils. Alors en fait il y a de la clé Allen, vous avez vraiment plein de trucs et ça c'est très pratique pour visser, dévisser des choses. Donc lui dans mon sac et voilà, donc c'est mon petit quotidien, enfin c'est mon petit compagnon pardon, un peu bricolo quoi. Ensuite rapidement la boîte, alors je vous la montre juste, c'est la boîte dans laquelle je mets mes batteries et mes cartes SD pour les protéger en fait tout simplement. Donc c'est une boîte étanche, c'est une boîte étanche qui résiste au choc. Donc quand je pars en voyage ou quoi, ça me permet d'avoir tout au même endroit. Je peux mettre 2 batteries, je peux mettre 4 cartes SD, donc c'est très pratique. Ensuite j'ai également, ça c'est vraiment super, le système Peak Design, vous savez, d'accroche qui permet en fait, hop là, d'enlever, je vous montre, voilà, et donc qui vous permet de pendre votre appareil photo, donc c'est une Dragon, ni plus ni moins, et de pouvoir l'enlever à souhait, voilà, et donc là vous voyez c'est mon doigt qui tient, et donc ce système est franchement génial, mais vraiment génial, et donc lui il y en a toujours un dans le sac, pour la simple et bonne raison que si je dois me trimballer l'appareil photo à la main, en fait j'ai ça qui sécurise, donc c'est un système que je ne peux que recommander, donc là aussi je vous mets les liens en description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pour aller un petit peu plus loin, et là on va aller vers des accessoires un peu plus futiles, mais qui comptent quand même. J'ai toujours dans mon sac aussi, ça c'est pour le paysage et pour la rando, j'ai toujours une batterie externe. Alors, batterie externe pour plusieurs raisons. Celle-là, elle doit faire un bon 5-6 000 mAh. Et cette batterie, ce qui est super, c'est que en fait, elle me permet, si besoin, de recharger des batteries XYZ, un téléphone ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai toujours dans le sac, et ça fonctionne très très bien aussi pour le paysage si jamais j'emporte la caméra 360, la Insta360, parce que c'est une caméra qui n'a pas une batterie énorme, on va pas se mentir, et donc ça vous le branchez en moins de 2 heures, si vous faites de la rando, la caméra est totalement rechargée, donc c'est très pratique. Ensuite, dans le sac, et ça c'est pas un détail non plus, j'ai une housse de pluie donc pour le sac, et housse de pluie Décathlon, à fond la forme. Donc cette housse de pluie, en fait, j'en avais une qui était livrée avec mon sac, mais chez Manshift Gear, ça
c'est pas fou, mais ils savent faire des très bons sacs. Par contre, leurs housses sont pas du tout à la hauteur du sac, ce qui est dommage. Le problème, c'est qu'elle est trop juste, trop petite, elle est très fine. Enfin, voilà. Encore une fois, c'est pas à la hauteur niveau qualité. Et les housses Decathlon, bah, c'est pas cher, mais par contre, elle est bien grande et surtout, elle est quand même plus épaisse. Elle protège très très bien. On a déjà pris avec Laura des averses très très longues, donc des marches très très longues sous la pluie. Et moi, avec ça dessous, le sac est ressorti parfaitement sec. Donc ça, c'est très très appréciable. Donc voilà, elle est toujours dans la grande poche du sac, ça marche toujours. À l'avant du sac, je vous ai pas montré parce que bon, il fallait que je le sorte, etc. J'ai toujours un peu à manger au cas où, donc j'ai des barres de céréales, j'ai des trucs comme ça qui sont pas périssables. Et voilà, j'ai toujours une petite fringale souvent, donc ça c'est quand même bien pratique. J'ai aussi toujours sur moi, à l'avant, j'ai toujours en fait une couverture de survie parce que on sait jamais. Voilà, je préfère toujours l'avoir sur moi. Également, j'ai souvent dans le sac une frontale, donc frontale qui fait aussi lumière rouge pour tout ce qui est photo nocturne forcément. Donc elle est toujours dans le sac aussi. Sur le sac accroché, hop là, au niveau de la bretelle, alors je vais pas souffler dedans, mais vous allez comprendre. Voilà, donc j'ai un sifflet qui est accroché. Là aussi pour les questions de sécurité. Ça peut paraître bête, mais si jamais, je sais pas, en randonnée en montagne ou quoi, je tombe ou quoi que ce soit, je vais mettre un coup de sifflet et à défaut au moins, c'est pour que quelqu'un me retrouve. Donc je l'ai accroché au niveau de ma bretelle de façon à ce que je puisse vraiment, quand j'ai le sac sur le dos, de pouvoir siffler dedans si besoin. Quand il fait froid. Donc j'en avais parlé et je vous mets la vidéo juste ici. Donc les gants de la marque The Heat Company, mais qui sont des compagnons qui sont très souvent dans le sac. Alors là, sur la période estivale, forcément non, mais par contre, une grande partie de l'année, ils m'équipent toujours. Donc il y a ce qu'on appelle les liners, donc ce sont les couches fines, et ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Donc ça, ils sont souvent dans le sac. Avec, pour les grosses sorties hivernales, vous avez donc le shell, donc c'est la grosse couche en cuir par-dessus, c'est la grosse mitaine. Et les gants que j'utilise beaucoup, notamment pour le drone, parce qu'ils sont très très pratiques pour ça, ce sont en fait les mitaines. Et ces mitaines sont super donc pour piloter en fait, tout simplement parce que j'ai le bout de mes doigts qui est disponible, mais elles tiennent quand même très très chaud, elles sont très résistantes au vent, et le cas échéant, hop, je peux les fermer, et donc ça me permet d'avoir bien chaud. Donc ça, c'est super important. Dernière chose, qui n'est pas un détail du tout, qui est toujours dans mon sac, et ça c'est très important. Alors c'est de me dire mais pourquoi il a ça, c'est mon dossier, et en fait c'est mon dossier en tant que télépilote, où dedans j'ai tous les documents qui sont importants dans le cadre en fait d'être un exploitant. Donc dedans il y a tout ce qui est mes enregistrements de drone, mes enregistrements d'exploitant, mon examen télépilote, mon attestation de formation pratique, le Manex, enfin bref, tous les trucs de télépilote. Alors certes, je pourrais les avoir en numérique, mais en papier, je suis toujours sûr qu'ils sont avec moi, et en cas de contrôle, je ne suis pas embêté. Bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai peut-être oublié des choses, mais là, franchement, je regarde, j'avais tout sorti, et je pense que j'ai fait le tour. Donc comme je vous dis, je vous ai pas montré tout ce que j'avais en fait, tout simplement comme matériel, parce que ça aurait pas beaucoup de sens. Si jamais vous avez des questions, tout simplement n'hésitez pas à les poser. Je vous ai mis donc en description, vous avez tous les liens pour retrouver grosso modo le setup que j'utilise en photographie de paysage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.